Bonjour, bienvenue à la 65e session de Live LinkedIn. On pourra commencer dans les temps, comme tous les samedis. Donc, on se réunit pour parler de numérique, de data pour tout ce mois de novembre. Donc, on est très heureux de te recevoir pour parler de data et de l'intégration, plus précisément de l'intégration de la data dans les métiers. Donc, Ok, cette session est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube Cybercafé. Donc, ok, comme je disais tout à l'heure, tous les samedis, on se réunit pour parler de numérique. Et tout ce mois de novembre, on a bien voulu échanger autour de la data science. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'intégration de la data science dans les processus métiers. Donc, on parlera des défis, des solutions qu'on peut apporter pour réussir à mieux intégrer la data dans les processus métiers existants dans les entreprises. Je vais peut-être ok. déjà te laisser la parole pour te présenter brièvement ton parcours de formation et de carrière. D'accord. En tout cas, merci également à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir, un honneur d'être avec vous pour parler d'un sujet qui est assez passionnant, qui est la data science. Donc, pour me présenter rapidement, moi, c'est Gétro d'en haut. Donc, je suis data engineer. Donc, il faut dire que j'ai un parcours assez scientifique. Donc, après mon bac, j'ai fait j'ai eu une maîtrise en probabilité statistique. Et ensuite, j'ai passé le concours pour intégrer l'IDSI, qui est le National Data Science Institute, à l'INPHB, où j'ai obtenu un master en data science et big data. Donc, ma carrière, j'ai débuté en tant que data scientist. Là, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets, notamment la mise en place de modèles de machine learning, sur la prédiction du comportement. Ensuite, j'ai travaillé sur des modèles d'OCR, donc entendu par OCR, Optical Character Recognition. Donc, c'est le fait de pouvoir reconnaître en fait une écriture de n'importe quel support, que ce soit du papier ou autre. Et la force des choses a fait que je me suis orienté vers le data engineering. Donc là également, j'ai travaillé sur des projets de mise en place d'architecture, big data, la conception de pipeline de données, transformation, mise à disposition des données. Et aujourd'hui, je suis lead data engineer où je manage une équipe de 6 personnes, tous des data engineers, normalement pour les accompagner et les aider dans le delivery des projets. Donc voilà brièvement mon parcours. D'accord, d'accord. Yes. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un lead data engineer? C'est Donc, quoi son rôle? Quelles sont ses principales missions? donc déjà, un lead data engineer, en fait, c'est vraiment une personne qui a une connaissance avérée en data engineering, donc qui est capable, en fait, de proposer des architectures robustes, optimisées, genre dans le cadre d'un projet de traitement de données, qui est capable de mettre en place des cahiers des charges pour le projet et surtout qui est capable d'accompagner une équipe de data ingénieurs, pardon, dans leur progression professionnelle, tout en les assistant et en les guidant dans les projets. Donc également, lorsqu'il y a des problèmes, troubleshooter pour savoir ce qu'est le problème et résoudre ça, quoi. Donc en gros, voilà un peu ce qu'est un lead data engineer. D'accord, OK. Donc la session d'aujourd'hui va s'articuler autour de 2 axes. Donc on parlera des défis organisationnels liés à l'intégration de la data science dans les processus métiers et on reviendra en deuxième axe sur les outils, les technologies qui sont à disposition aujourd'hui pour pouvoir réussir ces intégrations-là. Déjà, quels sont les OK. principaux avantages à intégrer la data science dans les processus métiers? Donc, vraiment, la data science aujourd'hui, ça apporte de nombreux avantages, hein, tant stratégiques que opérationnels. Donc, déjà, pour ce qui est de l'aspect stratégique, la data science permet d'améliorer les prises de décision. Donc, en effet, les analyses basées sur la data science offrent des insights précis et objectifs permettant aux décideurs de fonder leurs choix sur des données tangibles plutôt que des intuitions. Donc, généralement, en fait, ce qui était fait avant, c'est que les décideurs, les managers, en fait, ils prenaient des décisions, mais vraiment avec leur expérience et non sur des faits tangibles comme les données. Donc aujourd'hui, la data science vient essayer de résoudre ce problème-là pour améliorer les prises de décision. Et surtout, les modèles de prévision aussi aident à anticiper sur les besoins du marché et donc à adapter en fait les stratégies en conséquence. Et deuxième aspect, pour ce qui est de l'aspect opérationnel, on va dire que la data science permet vraiment d'optimiser les processus. Donc, analyse les flux de travail, toute la chaîne de travail et permet de détecter les inefficacités,
permet d'automatiser les tâches répétitives, vraiment permet également de prévenir sur les, on va dire, sur les pannes, sur les défauts et les corriger en amont avant qu'elles apparaissent. Donc, en gros, la data science apporte de nombreux avantages tant stratégiques qu'opérationnels. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu globalement les principaux obstacles organisationnels, parce que tu as parlé des avantages organisationnels, rencontrés lorsqu'on on essaie d'intégrer effectivement la data science dans les processus métiers, donc en amont des différents travaux qui sont réalisés? Euh, Tu veux parler des principaux quoi, obstacles, c'est ça? Exactement. Les principaux défis, on va dire, que vous rencontrez lorsque vous essayez d'intégrer la data science dans les processus métiers. Franchement, l'un des premiers obstacles et le plus important pour moi, c'est vraiment la culture de la donnée. Donc, généralement, lorsqu'on va intégrer la data science dans les process métiers, euh, les métiers, c'est-à-dire les personnes qui sont là chaque jour en train de travailler, n'ont pas cette culture de la donnée, en fait. Donc, ils sont assez réticents à adopter de nouvelles méthodes de travail qui sont basées sur les données. Donc ça, c'est véritablement le premier obstacle. Le deuxième obstacle également, c'est que on a donc un silo des données, c'est-à-dire que les données sont assez éparpillées ici et là dans des systèmes, dans des bases de données, ce qui fait que la collecte peut être assez difficile et surtout l'unification. Et également, bon, on n'a pas de culture de données, donc il y a évidemment pas de gouvernance basée sur la donnée. Et un dernier point, ça peut être la difficulté également en fait à avoir le retour sur investissement. Donc le dirigeant se demande qu'est-ce qu'il aura vraiment à gagner s'il investit en fait sur l'intégration de la data science. Donc généralement c'est vraiment ces obstacles-là, la culture de la donnée, les données éparpillées, pas de gouvernance de données et surtout un manque de visibilité sur le retour sur investissement. Bah, pour pouvoir peut-être régler ce problème-là, est-ce que aujourd'hui, donc je fais le parallèle avec la cybersécurité, on parle aussi beaucoup de culture de la cybersécurité dans notre domaine et on a aussi Mhm. les mêmes enjeux, aussi les mêmes défis. Et comment est-ce qu'on collabore efficacement avec les équipes métiers? Donc, comment l'équipe data peut, on va dire, mieux collaborer avec les équipes métiers? Et comment est-ce qu'on arrive à aligner les objectifs de la data science avec les priorités des métiers? Parce qu'effectivement, les métiers, ce qu'ils mettent en avant, c'est bah, on a nos priorités. Je prends l'équipe peut-être RH, ils veulent que le process de recrutement soit plutôt fluide. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à aligner les objectifs de la data et les priorités des métiers? Donc voilà, effectivement, on a parlé de la culture de la donnée. Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment de vulgariser cette culture de la donnée-là. Donc, organiser des formations, faire des webinaires, justement comme ce webinaire-là, qui est vraiment à saluer, sur l'importance en fait de la donnée aujourd'hui et surtout les avantages qu'on peut en tirer. Parce que venir dire à quelqu'un, oui, on va intégrer la data science dans notre métier, ça va te permettre d'accélérer tes tâches en fait. Mais si il voit pas le réel enjeu, le réel objectif qu'il a à gagner, ce serait difficile. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment vulgariser, faire des formations, informer et tout. Donc ça commence, je veux dire, à la tête au management. Donc c'est le management qui fait descendre l'information. Et ensuite, bon, après, ça dépend du budget de l'entreprise. Mais pour moi, je pense que chaque équipe métier, en fait, doit avoir un professionnel de la donnée. Donc, de telle sorte qu'en fait, cette personne soit proche du métier, donc comprenne en fait le métier, comprenne leurs besoins, leurs défis, leurs douleurs. Et également, en fait, que les métiers puissent comprendre, en fait, c'est quoi la donnée et qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Donc, vulgariser la culture de la donnée et deuxièmement, être proche en intégrant, en fait, un professionnel de la data vers les métiers pour qu'ils puissent travailler ensemble pour se comprendre, en fait. Donc, de telle sorte qu'ils puissent, les métiers, sa culture à la donnée et aussi que le professionnel de la data, sa culture aux différents enjeux métiers. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme tu l'as dit, donc la technologie en général, en fait, c'est surtout au service des utilisateurs finaux. Donc, en entreprise, les métiers ou dans la vie courante, en fait, les utilisateurs que nous sommes, en fait. Donc, il faudrait vraiment être proche en informant et surtout en soyant proche, oui, dans le même espace. Donc, voici un peu comment on pourrait faciliter la collaboration entre les équipes métiers et puis les équipes data.
Allô? Je crois que je parlais je parlais avec le micro coupé. Donc, je disais que Ah, je ok. le constate aussi dans de très grosses boîtes où il y a un système de champion cybersécurité dans chaque équipe métier. Il y a un qui est là, qui est le relais, effectivement, avec l'équipe RSSI. C'est ça. Quelles sont les erreurs courantes qui sont commises lorsqu'on essaie d'intégrer? Parce qu'effectivement, il y a ces défis-là, il y a effectivement le métier qui ne comprend pas forcément l'importance ou la nécessité d'intégrer la data dans son processus métier. Mais est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois un peu plus souvent, avant de parler de ton retour d'expérience qu'on verra un peu plus tard? Mais est-ce que tu vois des erreurs courantes qui sont commises lorsqu'on essaie d'intégrer la data dans les processus métiers? Donc, les erreurs courantes qu'on fait ou qui sont faites et qui peuvent être, on va dire, corrigées. Hmm, ouais. Bon, bon, déjà, là, on a parlé en long de la communication. Deuxième erreur, c'est surtout, on va dire, le volet technique. Donc, le manque de préparation, en fait. Mm, Donc, parce que il y a quelques années, en fait, les postes au niveau des professionnels de la data qu'on lançait, c'était surtout des data scientists. Donc, toutes les entreprises, en fait, voulaient recruter des data scientists parce que on voulait avoir des modèles qui font de la magie, en quelque sorte, mm, donc qui prédisent l'avenir. Mais sans, en fait, s'être préparé en amont. La préparation, c'est vraiment mettre le socle technique, tout ce qui pourrait être utilisé en fait justement pour les data scientists pour faire bien son métier. Donc j'entends par là les données. Donc on a un manque de, les données ne sont pas de qualité, les données sont disparates. Donc le data scientist, c'est difficile en fait pour lui de travailler avec de telles données. Donc faudrait qu'en amont justement il y ait déjà cette préparation, c'est-à-dire le socle technique, cette préparation de mettre de fiabiliser les données, de les collecter, de les mettre dans un endroit où le data scientist puisse facilement les récupérer afin de faire son travail justement de prévision. Et ouais, il y a un qui dit garbage in, garbage out. Donc, si les données en entrée des modèles sont pas fiables, c'est sûr que les résultats des modèles seront très faibles. Donc, il y a cette erreur également qui est beaucoup commise. Mais je pense que les entreprises ont commencé à comprendre parce que maintenant, je veux dire, les métiers qui sont les plus demandés, donc, il y a toujours la data science, mais il y a beaucoup de data ingénieurs maintenant parce qu'ils ont compris effectivement qu'il fallait, dans un premier temps, collecter ces données-là, les traiter, les organiser, surtout les fiabiliser avant de pouvoir avoir des modèles magiques mm, mm. en Ouais, griffe. ouais, Donc, il y a je te ça. rejoins. Donc, Ok. vraiment préparer le socle, quoi. Mm, mm. Non, mais c'est très clair parce qu'effectivement, là, typiquement, comme je disais tout à l'heure, donc tous les samedis, on est là. Et C'est le ça. samedi dernier, on a parlé du rôle clé de la data dans la prise de décision en entreprise. Et je me suis rendu compte effectivement que bah, il n'y avait pas que data scientist, c'est ma faute. Et typiquement, le samedi prochain, on aura un expert qui va nous parler des différents métiers dans la data. Et je pense que ça fait bien d'avoir aussi un data engineer aujourd'hui avec nous pour parler de tous ces sujets-là, notamment sur l'intégration dans les processus métiers, pour que C'est ça ça. soit beaucoup plus efficace pour l'entreprise et même dans la phase de prise de décision. C'est On va ça. peut-être passer au deuxième axe de notre session. Donc, on a parlé des défis organisationnels. Donc, pourquoi c'est important de l'avoir de la data science dans les processus métiers. Je veux qu'on revienne un peu sur les outils, les technologies aujourd'hui qui sont à disposition. Donc, quels sont on va dire, les technos qui sont les plus performantes, s'il y en a en tout cas, pour intégrer la data science dans les processus métiers et quels sont les critères pour choisir le bon outil? Et peut-être même la question, c'est est-ce qu'on les intègre dans les métiers ou est-ce que, comme tu as dit, on intègre quelqu'un dans le métier et l'équipe data les analyse? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Bon, déjà, il faut dire il y a vraiment un vaste univers d'outils en data science. Mais la technologie, bon, là, je pourrais pas dire c'est quelle technologie est la plus performante. Parce que vraiment, ça dépend du métier, ça dépend du cas d'usage dans lequel on se trouve. Donc, pour prendre un exemple, supposons qu'on veut optimiser en fait les processus, donc le temps de traitement d'une tâche. Et on a deux outils. Donc, un outil A qui fait le travail en 1 minute et qui coûte, je dis n'importe quoi, qui coûte 1 000 euros.
Et on a un deuxième outil B qui fait le même travail que l'outil A, mais plus longtemps, c'est-à-dire il fait le travail en 10 minutes et il coûte 500 €. Donc, ici, la performance va vraiment dépendre de c'est quoi les objectifs du métier et surtout, qu'est-ce que j'ai à gagner. Donc, si pour moi, en fait, faire le travail en 10 minutes ne me pose absolument aucun problème, c'est sûr que pour moi, l'outil B sera le plus performant parce qu'il le fait effectivement en 10 minutes et il coûte moins cher. Alors que si pour quelqu'un d'autre, faire le travail très rapidement, c'est-à-dire en 1 minute, est son objectif, donc l'outil A sera préférable à l'outil B et ça dépend aussi de la capacité financière. Donc, on ne va pas dire qu'il y a des outils, il y a des outils plus performants que d'autres, mais ça dépend vraiment du cas d'usage. Et donc, les critères aussi, je viens de les définir. Les critères, ça dépend du cas d'usage, ça dépend de ton objectif. Mais sinon, en général, donc, l'outil le plus populaire, donc je vais dire ça comme ça, en termes de langage de traitement de données, c'est vraiment Python. Donc, aujourd'hui, Python est utilisé par les data scientists, les data engineers, les data analysts également. Et c'est l'outil qui est vraiment, on va dire, au top, donc le plus utilisé, mais on ne va pas dire le plus performant parce qu'il y a d'autres outils plus performants que ça. Euh, ouais, donc voilà, donc il n'y a pas d'outil plus performant que d'autres, mais ça dépend de l'usage et des objectifs. D'accord, d'accord. Donc, tu as parlé tout à l'heure du temps mis pour traiter la donnée. Mhm. J'imagine que ça, c'est un indicateur aussi de performance ou utilisé pour soit sélectionner ou soit suivre dans le temps le processus. Est-ce que tu as d'autres indicateurs comme ça, clés à suivre pour évaluer l'impact de la data science sur les processus métiers? Donc, une fois que l'intégration a été faite. Oui, désolé. Oui, vas-y, effectivement, il y a plusieurs KPI comme ça, donc, qui dépendent toujours du métier dans lequel on se trouve. Mais en général, on va dire, on a des indicateurs, par exemple, liés à l'efficacité des processus. Donc, par exemple, est-ce qu'on a pu diminuer le coût d'exploitation de production? Est-ce qu'on a pu augmenter la qualité de notre produit ou service? Donc, à travers, par exemple, l'augmentation de la satisfaction client. Donc, on a des indicateurs, on peut avoir des indicateurs également qui sont liés à la performance commerciale. Donc, par exemple, l'augmentation du chiffre d'affaires. Est-ce que le fait d'avoir intégré la data science dans notre processus métier a fait qu'on a pu augmenter le chiffre d'affaires? Est-ce que ça nous a permis, par exemple, de réduire le coût d'acquisition d'un client ou tout simplement d'augmenter en fait le taux de rétention des clients? D'autres indicateurs également, on va dire, on a aussi des indicateurs, par exemple, liés à la data science elle-même. Par exemple, est-ce que le fait d'avoir intégré la data science a permis d'améliorer en fait la qualité des données que nous utilisons pour prendre nos décisions? Est-ce que ça a permis d'améliorer nos modèles de prédiction? Et également, est-ce que ça nous a permis voilà, donc d'améliorer, d'optimiser en fait le temps de développement des modèles? Donc ça aussi, il y a des indicateurs, d'autres indicateurs, peut-être, on va dire, des indicateurs également sur l'innovation. Bon, n'importe quoi. Est-ce que effectivement on a réduit en fait notre time to market? Donc le time to market, en fait, c'est le temps où on décide de lancer un produit et la date effective à laquelle on a lancé le produit. Donc ça aussi, ça peut être un indicateur. Est-ce que, par exemple, le nombre de produits ou des nouveaux services qu'on a pu lancer après avoir intégré la data sur notre processus métier, ça aussi, ça peut être des indicateurs. Donc, en fait, on peut trouver plusieurs indicateurs comme ça en fonction du métier et du use case dans lequel on se trouve, en fait. D'accord. En parlant de use case, moi, ce qui peut être intéressant aussi pour peut-être comprendre, avant de laisser la parole à ceux qui souhaitent poser des questions, donc je rappelle, tous les samedis, on se réunit pour parler du numérique sur le média Cybercafé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre tous les samedis à 9 heures heure d'Abidjan, 10 heures Yaoundé et Cotonou aussi, je crois, et 10 heures Paris. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir échanger avec nous. Donc si vous souhaitez poser des questions à notre speaker, vous avez la possibilité de lever la main. Donc vous avez un petit bouton lever la main, vous levez la main, prenez la parole, posez vos questions. Ou si vous souhaitez apporter aussi des éléments de réponse aussi aux questions qui ont été posées, vous avez toute la possibilité de lever la main et prendre la parole.
Donc, tu as parlé de use case. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des exemples, des exemples d'amélioration et d'intégration de processus métiers grâce à la data science? Et quelles sont les leçons, on va dire, apprises en termes de réussite et d'échec? Bon, bon, je vais prendre un cas général, hein. Donc, par exemple, dans le domaine de la santé. Donc là, en fait, ça fait 2 mois qu'on parle de cancer. Donc, dans le domaine de la santé, surtout, par exemple, la reconnaissance d'image aide beaucoup, en fait, les médecins à accélérer, en fait, leur prise de décision. Donc, si on peut avoir 1000 patients, en fait, qui soupçonnent d'avoir un cancer, par exemple, donc, le médecin, en fait, on va avoir 1000 radios qu'il doit examiner. Donc, ici, la data science aide dans le sens où on a des modèles aujourd'hui qui font de la reconnaissance d'image, qui peuvent reconnaître en fait à partir d'un entraînement sur diverses images, est-ce que cette image euh, comporte en fait des cellules cancéreuses. Donc, maintenant, le médecin, il va plus passer son temps à regarder les 1000 radios pour savoir si tel ou tel patient a un début de cancer. Mais cette étape-là, en fait, sera envoyée vers, je veux dire, un algorithme de machine learning, donc de reconnaissance d'image. Et c'est cet algorithme-là qui va faire la première partie de sélection. Donc, c'est-à-dire, il va prendre une image, essayer de savoir est-ce que cette image comporte des cellules cancéreuses et il va te donner une probabilité, en fait, d'avoir une cellule cancéreuse ou pas. Donc, c'est en fonction de ça. Donc, faut qu'on soit clair ici. L'IA va pas prendre de décision. En fait, l'IA, elle est juste là à titre indicatif. Donc, en regardant les mises c'est sûr que la machine, en fait, peut traiter 1000 images en 1 minute ou même en 1 seconde, ça dépend de la performance de la machine, qu'un humain. Donc, en fait, l'IA va faire cette première partie de sélection pour essayer d'éliminer, en fait, toutes les radios qui ne comportent pas de cellules cancéreuses et les radios où la probabilité, en fait, d'avoir des cellules cancéreuses est plus élevée. C'est sur ces radios, en fait, que le médecin va plus se concentrer. Donc, vous voyez que ici, en fait, ça permet vraiment d'optimiser et puis de faciliter le travail du médecin. Donc, ça, c'est le domaine de la santé. Donc, dans le domaine du service, donc, dans le domaine du service, en fait, il y a maintenant, on utilise plus des chatbots, donc avec l'exemple des chatbots ou bien de l'IA générative aujourd'hui. Donc, on n'aura plus besoin, en fait, d'opérateurs qui seront là constamment pour discuter avec les clients, mais tout ce qui est question basique, simple, qui peuvent être répondues par des IA, le seront en fait. Donc, tout ça, en fait, c'est des exemples palpables d'intégration de la data science dans les métiers, que ce soit la santé, que ce soit les services, les télécommunications et autres. Donc, voilà un peu les exemples palpables que je peux donner. D'accord, merci, merci à toi, Gétro. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à notre speaker? J'ai encore une ou deux questions, mais est-ce qu'il y a des questions des personnes qui souhaitent intervenir aussi sur tout ce qui a été dit? Donc, je rappelle que c'est 30 minutes de session, il nous reste 6 minutes. On pourra mettre fin à la session tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des questions? Et bon, ma question, c'est peut-être qu'on a, je sais pas si, peut-être que je l'ai posée ou peut-être que tu as répondu en partie, mais comment est-ce qu'on devient data engineer? Parce que je pense que ça aussi, c'est important, parce que tu as parlé effectivement de data scientist, mais comment est-ce qu'on devient data engineer? Comment on devient data Ouais, ingénieur? quelles sont les compétences clés à avoir? Je l'ai dit tout à l'heure, on aura une session dédiée semaine prochaine pour parler des différents métiers, parce qu'effectivement, il y en a énormément. Je vois qu'il y a plusieurs variantes data scientist, data engineer. Voilà, il y a plusieurs métiers et ça peut s'apparenter aussi à plusieurs types de métiers, on va dire, traditionnels qu'on a en entreprise. Mais quelles sont les compétences clés, la formation qu'il faut faire pour être data engineer? Hmm, bon, une information, déjà, il faut avoir une formation soit en mathématiques ou en informatique. Donc, bon, le cas pour être data ingénieur, effectivement. Mais toute autre formation, en fait, pour moi, les domaines du numérique, pour moi, en fait, c'est vrai qu'il y a les bases, il y a les bases qu'il faut avoir, mais c'est vraiment le vouloir, en fait. Voilà.
Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de ressources sur Internet pour s'auto-former. Donc, c'est vraiment la volonté dans un premier temps. Et ensuite, donc, comme je le disais, il faut avoir des compétences solides en informatique également, parce que le data, contrairement au data scientist qui est plus porté sur des modèles de mathématiques, probabilité et tout, le data engineer, en fait, il doit avoir de solides compétences en informatique, donc en gestion de bases de données, en gestion de systèmes Linux, Windows et autres, parce qu'en fait, il interagit justement avec les différentes interfaces qui collectent ou bien qui donnent la donnée. Donc, compétences informatiques, ensuite, ouais, compétences scientifiques. En fait, faut avoir également un esprit de synthèse. Donc, l'esprit de synthèse pour vraiment pouvoir, on va dire, résumer en fait tes données, donc parce que les données sont assez diverses en termes de format, de volumétrie et tout. Donc, il faut avoir un esprit de synthèse pour pouvoir les récolter et puis ne garder que l'essentiel. Donc, parce qu'en fait, on ne peut pas tout garder. Mmh. OK. D'accord. Donc, voici un peu. Je vois qu'il y a monsieur Begré qui veut, qui a levé la main, prendre la parole. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et soit poser votre question ou intervenir sur le thème du jour? D'accord. Et bonjour à tous. Bonjour monsieur. Je suis Bonjour. Pierre Jacques. C'est vrai que je j'ai pas commencé comme on avait à la fin où je vous ai pris. J'ai peut-être que ma question que je vais poser, peut-être que elle avait été déjà répondue. Donc si elle avait été déjà répondue, désolé. Mais je formule ma question qui est la suivante. Quels sont les risques, euh, les risques auxquels s'expose la data science, vu l'exemple qu'il a pris relativement dans la santé. Parce que pour chaque nouveau métier, il y a des nouveaux risques qui reviennent. Je prends l'exemple avant, les médecins pouvaient te tromper sur l'analyse d'une radio, comme il a pris. Et parfois, lorsque tu étais mal identifié, ils pouvaient interpréter une autre radio qui n'avait pas une bonne visibilité. Aujourd'hui, la data science et l'intelligence artificielle, quels sont les risques auxquels ils s'exposent et ces risques-là, comment ils sont gérés par tout ce développement de ce processus métier-là et quelles sont les mesures pour réduire les risques lorsque nos organisations les utilisent ou quels sont les mécanismes qu'ils mettent en œuvre. Merci. Ok, donc merci Monsieur Begré. Donc, comme vous l'avez dit, dans toute technologie, on a des avantages et on a des risques également. Donc, pour l'exemple que j'ai pris tout à l'heure par rapport dans le domaine de la santé, donc justement, en fait, le risque ici, c'est de laisser la machine décider. Donc, tout à l'heure, je disais que il fallait être clair, ce n'est pas la machine qui dit si le patient a un cancer ou pas, mais c'est le médecin derrière. Donc, la machine fait justement un premier travail de pré-traitement de ces images-là. Donc ici, il faut savoir qu'en fait, en data science, il y a ce qu'on appelle on va dire, la performance du modèle. Donc, généralement dans le domaine de la santé, parce que lorsqu'on entraîne un modèle, on entraîne sur un ensemble de données qui sont déjà disponibles et qui sont labellisées. Donc, labellisées, c'est-à-dire que cette image euh, sur cette image, on a une cellule cancéreuse, sur cette image, on n'a pas une cellule cancéreuse. Donc, c'est en fonction de ces données-là, en fait, que la machine va apprendre et enfin, après, te donner un modèle sur lequel tu peux lui envoyer de nouvelles images et il va te dire avec une probabilité surtout. Donc, justement, ici, c'est la notion de probabilité. Une probabilité si cette image comporte une cellule cancéreuse ou pas. Donc, ici, en fait, pour minimiser le risque, il faut vraiment essayer de mettre un seuil qui est un seuil acceptable. Donc, généralement, je sais que dans le domaine de la santé, le seuil qui est utilisé pour des modèles, c'est vraiment de 1%. Donc, c'est-à-dire, on peut accepter que la machine se trompe une fois sur 100. Vous voyez? Donc, par contre, dans d'autres métiers, le seuil peut être un peu plus. Donc, on peut accepter, par exemple, euh, un, un modèle qui a 95%, qui donne 95% de chances d'avoir de bons résultats. Donc, c'est vraiment ici, pour minimiser les risques, on se base sur le seuil. Et lorsque on n'est pas sûr de la performance du modèle, on ne le met pas en production. Même si on le met en production, derrière, il faut avoir quelqu'un qui contrôle pour savoir est-ce qu'effectivement la machine a dit la vérité ou pas. Donc ça, c'est
c'est vraiment il faut baliser comme ça, quoi. Il faut mettre des seuils de confiance Ouais, et surtout vérifier. Et enfin, si vous voulez, les comportements changent. Donc, les modèles, généralement, les modèles de machine learning se réentraînent. Donc, on ne met pas en place un modèle et qui reste en production pendant, je veux dire, 10 ans, 3 ans et autres. À chaque fois, en fait, puisque le modèle, donc les comportements changent, donc les tendances peuvent changer. Donc, il faut à chaque fois réentraîner tes modèles pour savoir est-ce qu'ils restent toujours performants ou pas et surtout les monitorer. Donc, voici un peu les différentes choses qu'on peut mettre en place pour vraiment minimiser en fait les risques que la machine se trompe. ouais. Je sais Ok. pas si ça répond à la question de monsieur Oui, Begré. je pense qu'il a résumé en grande idée, adapter le modèle selon l'environnement ou selon le métier dans lequel il se déploie, et puis tenir compte, faire du monitoring régulièrement, qui est un élément C'est ça. important, et puis tenir compte aussi du processus, du processus métier dans lequel il s'adapte, et puis tenir compte des mesures, des risques de ce métier en tenant compte des KPI, je veux dire des critères qui sont adaptés dans le métier. Je pense qu'il a répondu à la question. Merci Mmh, beaucoup. d'accord, Merci. merci à vous monsieur Begré pour la question. Je sais pas s'il y a des questions encore, sinon on arrive au terme de notre session. Je vais peut-être laisser le mot de fin à notre speaker et puis, donc comme j'ai dit, hein, tous les samedis, on est là, on parle de data et on est là pour 30 minutes. Je vois qu'il y a la main de donc avec la permission de notre speaker, on va prendre peut-être la dernière question de monsieur Jean-Alain. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends. Super, OK. Vas-y. Bonjour, merci pour l'occasion que vous m'accordez d'exprimer mon interrogation. J'ai deux questions. La première, est-ce que c'est le job d'un data engineer de mettre les modèles en production? Et la deuxième, elle est un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez déjà utilisé un modèle de machine learning dans vos projets de data engineering? Merci. Ok, donc dans la première question, c'est est-ce que c'est le rôle d'un data ingénieur de mettre les modèles en production? Donc, comme Sidiane le disait tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs métiers dans la data. Donc, on a des data ingénieurs, on a des data analysts. On a maintenant, en fait, il y a un métier qui se démarque qui est surtout du ML ingénieur. Donc, c'est ces personnes-là, justement, qui sont chargées de mettre en production les modèles de machine learning. Par contre, le data engineer, lui, il est chargé de mettre en production, en fait, les pipelines de traitement des données. Donc, voici un peu la différence. Maintenant, après, ça dépend de l'organisation, hein. Je veux dire, généralement, quand tu regardes les offres d'emploi, ils mettent à la recherche d'un data scientist, mais je veux dire, dans son cahier de charges, en fait, il y a toute cette partie pré-traitement, mise en production et tout. Donc, ça dépend vraiment de l'organisation. Sinon, les métiers sont assez distincts. Il y a un data engineer, un ML ingénieur qui est lui chargé, en fait, de mettre les modèles de machine learning en production. Maintenant, est-ce que j'ai déjà utilisé des modèles de ML dans les traitements des données? Oui. En fait, il y a un projet où il fallait justement en fait traiter la donnée. Donc, euh, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple. On a un ensemble de données où on a un champ, par exemple, qui est la ville. Donc, on va dire la ville d'habitation des clients et tout. Donc, le problème, c'est que ce champ-là, comme il est tapé de manière manuellement, en fait, il peut avoir des fautes d'orthographe ou bien, voilà. Donc, deux villes, en fait, tu peux avoir Abidjan avec un A majuscule et l'autre qui écrit Abidjan avec un A majuscule, mais il a oublié, par exemple, de mettre le N à la fin ou bien il a sauté un J, un D. Donc, ici, en fait, on peut mettre en place un modèle de ML qui fait en fait la correspondance. Donc, c'est pour calculer en fait la similitude entre on va dire entre deux mots, donc notamment ici entre deux villes, pour savoir est-ce que c'est de cette ville en fait que l'autre utilisateur parlait. Donc, on a intégré comme ça ce modèle-là dans notre traitement, dans notre chaîne de traitement des données pour pouvoir uniformiser en fait les noms des villes. Et, et voilà, donc ça s'intègre dans le processus de qualité des données. Donc, c'est possible. Donc, je ne sais pas si D'accord, j'ai je sais pas s'il répondu a à votre répondu question. à votre question, monsieur Euh, Jean-Alain. oui, 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 effectivement. Je 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 suis content d'avoir entendu cette réponse parce que j'ai plus ou moins été confronté au même problème aussi.
mais D'accord, c'était avec des noms de boissons. d'accord. Ok, OK. Voilà. ça fait plaisir. D'accord, bah, écoutez, n'hésitez pas à contacter, notre speaker, tous autant que vous êtes pour continuer à échanger même au-delà de ces 30 minutes de session live LinkedIn. Merci encore à toutes et à tous. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, sinon on pourra tout de suite donner rendez-vous pour samedi prochain. Oui, le mot de fin, c'est déjà merci pour l'invitation et félicitations pour l'initiative parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment vulgariser la technologie. Ça permettra en fait à tout un chacun de savoir quels sont les enjeux auxquels on fait face lorsqu'on utilise ces différentes technologies. Félicitations et merci encore. Merci encore à toi d'avoir accepté l'invitation. Rendez-vous samedi prochain, on parlera du panorama des métiers de la data science, puisqu'il y a énormément de métiers. Il n'y a pas que data scientist. Et je pense C'est qu'on ça. l'a tous constaté, même si c'est ce qui est peut-être plus à la mode, mais voilà. Et c'est aussi vieux que le monde. Voilà. Je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai même pas posé la question de savoir c'est quoi l'IA pour vous, parce que je pense que vous l'utilisez pratiquement tout le temps. C'est pas qu'un buzzword aussi pour vous. Et rendez-vous samedi prochain, dans tous les cas, pour parler avec notre speaker. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez intervenir. Si vous avez des personnes que vous connaissez qui vous pensez peuvent intervenir sur un thème lié au numérique, et en fonction de l'agenda, on saura les programmer. Merci encore à toutes et à tous. Rendez-vous samedi prochain et portez-vous bien.